je veux faire en sorte que mes enfants connaissent leur histoire. C'est très important. Parce que c'est pas... En fait, on appelle ça éducation nationale, mais en vérité, l'éducation, tu la fais à la maison. Les enfants qui sont issus des communautés caucasiennes blanches, quand ils vont à l'école, ils apprennent. On leur apprend à diriger, à dominer. Les enfants qui sont issus des communautés noires, on les apprend à obéir. Ils sont dressés. Alors c'est très fort ce que je vais dire. Ouais, exactement, c'est très fort. Je m'appuie sur un psychiatre afro-américain qui s'appelle Bobby E. Wright et qui explique justement cette différence-là. Je donne un exemple tout simple. Quand on va à l'école, on a le même cursus. Le programme scolaire, c'est le même. Que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois... peu importe. Quand on parle de Napoléon, par exemple, on va te parler de l'aspect positif de Napoléon. On va te dire, Napoléon, c'est un grand homme. C'est lui qui a développé Paris. C'est lui qui a fait toutes ces belles choses et compagnie. L'enfant caucasien, il entend ça, il s'identifie à cela. Donc il se dit, waouh, c'est nous. Voilà. Il apprend son histoire. Tout naturellement. L'enfant noir, il apprend à obéir. Parce que lui, quand il va aller à l'école, la seule chose qu'il va apprendre, c'est la colonisation, l'esclavage. Donc il apprend que ses populations, ses ancêtres, étaient finalement subalternes à un autre peuple qui dominait. Et quand je dis qu'il est dressé, c'est dans le sens où, quand on va lui parler de Napoléon, on ne va pas lui dire que Napoléon a rétabli l'esclavage. On va lui dire que Napoléon était un grand homme. Donc on le dresse de telle manière à ce qu'il respecte ces cases et ces normes dans lesquelles on essaye de le mettre. Et justement, ce psychiatre, j'invite vraiment les gens à lire son bouquin, qui est vraiment génial, ce psychiatre, il explique qu'en tant qu'enfant de la diaspora, on grandit avec un système de menticide. Le menticide, c'est un lavage de cerveau qui est fait sur nos populations. C'est la destruction systématique de la pensée, de l'esprit en fait, d'une personne ou d'un groupe. Et c'est exactement ce qu'on apprend dans le système éducatif scolaire. Le problème, c'est que si à la maison, on ne t'apprend pas ton histoire, mais que toi, à l'école, on t'apprend une autre histoire, ça va générer chez toi des complexes parce que tu ne t'identifies pas. Et quand tu grandis en France et que ton histoire, finalement, c'est que l'esclavage, la colonisation, les jeunes qui brûlent des voitures dans le 93, le jeune enfant qui est dans le désert avec du rhume, SOS, je ne sais pas quoi. Non, mais clairement. En fait, ça biaise ta confiance en toi. Et c'est pour ça que c'est important de connaître notre histoire parce que ça nous permet, en tout cas, nous, je parle à nous, qui n'avons vraiment pas mis de pied en Afrique, qui ne connaissons pas l'Afrique, à part les peu de choses qu'on a apprises, ça nous permet à nous, en fait, de pouvoir revaloriser qui nous sommes, pourquoi notre couleur de peau elle est comme ça, quels sont les avantages de nos couleurs de peau, les avantages de nos lèvres, les avantages de nos cheveux, tu vois. Et c'est important et ça évite, comme le reportage de France 2, à des jeunes filles de dire que moi plus tard j'aimerais mettre de la crème pour m'éclaircir la peau. On va y venir. Magosa, je voudrais juste rebondir justement avec une autre question par rapport à ce qu'elle a dit. Ayant vécu justement la plus grande partie de ta scolarité en France, comment tu as pu te défendre et qu'as-tu dû faire justement pour te prémunir de toutes ces injustices? Moi, je ne laissais pas passer des petites blagues. J'ai toujours réagi dès que ça se passait. Parce que ma grande cousine me disait, une fois que tu laisses passer une fois, c'est fini. J'ai été souvent minoritaire dans des endroits majoritairement blancs. Mais j'ai toujours montré que le noir qui est en face de vous, c'est un noir qui est fort, intelligent. Il ne faudra pas badiner en fait. Et je l'ai montré par mes notes. On avait un système que ma cousine m'avait mis en place, c'était quand tu arrives dans une classe, tu trouves celui qui dit le meilleur. Et tu vas le titiller. Et si tu le bats, tu les mets tous au pas et c'est fini. C'est comme imposer le respect en fait. C'est exactement ça, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui quand ils me croisent, ils disent il était intelligent et il se faisait respecter. Mais c'était celui qui défendait tout le monde. C'est pour dire qu'on ne va pas exclure les autres. Donne-moi ma place et je te respecte. J'ai toujours été dans l'affirmation de soi. C'était toujours, t'es né où? Je suis né à Kinshasa. Tu connais pas Kinshasa, va faire des recherches. Oui, mais c'est le village. J'ai dit, moi, chez moi, j'ai manqué de rien du tout. Toi, tu as une ignorance sur mon continent. C'est pas donné à tout le monde, justement, d'avoir cette répartie-là, surtout quand on est jeune. Parce que les parents et l'entourage doivent faire le travail. C'est pour ça que je ne peux pas condamner certains parents parce que leur réalité était différente. Mais moi, j'ai eu du mal avec l'autre a toujours raison, même s'il a tort. Et ça, j'ai vu beaucoup de Noirs nés dans la diaspora me dire oui, mais même quand tu es en débat ou en querelle avec eux, ils ont toujours raison. Non, si j'ai raison, j'ai raison. Mais ça, c'est les parents d'avant qui disaient qu'il fallait accepter pour éviter d'avoir des problèmes. Mais nous, maintenant, je fais partie peut-être de cette génération qui a insufflé ça à Nanterre, aux jeunes noirs, cet esprit de révolte. À l'université de Nanterre. À l'université de Nanterre, parce que dans les autres universités, on était encore minoritaire. Mais à Nanterre, c'est là où j'ai dit j'étais
comme au paradis parce qu'il y avait beaucoup plus d'infos. Et je leur disais, si tu peux dire les choses, dis les choses. Mais il ne faut pas avoir peur, s'il y a un souci, on sera derrière. Et des personnes parfois qui viennent d'Afrique, qui ont autant de complexes, voire plus de complexes d'infériorité, et qui pour elles ont raison et elles ne veulent rien entendre. Donc je pense que ce n'est pas juste un problème de personnes de la diaspora noire qui veulent absolument ne rien entendre des personnes qui viennent directement d'Afrique. Tu l'as aussi dans l'autre sens. Et parfois même, j'ai l'impression que c'est le complexe d'infériorité face à l'homme blanc, il est parfois même, on dirait, plus fort avec les personnes d'Afrique même qu'avec la diaspora. Quand je disais 18, on se foutait de ma gueule. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu vas t'effacer. Quand il y avait un qui disait ça, je dis redis-le une deuxième fois, s'il te plaît. Et tu vas faire quoi? Tu le redis, tu donnes ton nom et je te bats dans toutes les matières. Et je te prends défi face à tout le monde. Et quand je le réalise, ils disent en fait, il faudra le respecter, c'est sa particularité. Quand l'enfant n'est pas fort mentalement, il sombre. Moi j'ai un pote qui était un Tunisien avec qui j'étudiais du désert, qui s'appelait Ali, il me disait, franchement j'aurais aimé que tu arrives dans mon lycée 5-6 ans avant. Parce que quand je suis arrivé, il a commencé à gagner en estime, le petit. Tu aurais pu agir en guise de mentor, beaucoup plus tôt. Exactement, avec lui. Il m'a dit, en fait, c'est dommage que tu arrives. Ce sera un moment où moi, je vais aller dans le professionnel. Si tu écorchais mon nom, je te reprenais de suite. Si tu n'arrives pas à le dire, je te dis mon prénom. Le prénom, il est français, le nom, il est On est nombreux, et notamment moi, pour mon cas personnel, à avoir laissé les profs écorcher son nom. Mais tout le temps, alors qu'en réalité, comme tu dis, il ne faut pas laisser passer. Moi, je disais aux profs, si vous ne savez pas prononcer mon nom, prononcez le prénom, il est français. Moi, le nom, il vient de mon père, il est important. Si vous ne savez pas, vous ne le dites pas. Tu vois, c'est intéressant que vous le voyez comme ça. Parce que tu vois, moi, ça a tellement cogité dans ma tête. Par exemple, moi, mon nom de famille, c'est Lenga. Mon père a toujours dit Lenga, tu vois. Mais j'entendais beaucoup de gens, enfin moi, pendant des années, toute ma scolarité, on m'appelait Brittany Langa. Ouais, ça... Tout le temps, Langa. Du coup, moi-même, je me suis habituée. On m'appelle Langa, et puis c'est plus simple, Langa, avec un E, puisqu'on sort Lenga, et quoi? Alors qu'il n'y a rien de compliqué, tu vois. Il doit faire l'effort d'apprendre. Parce que moi, j'ai eu un prof à l'université qui avait dit Zoom. J'ai dit, monsieur, redites-le s'il vous plaît. Il m'a dit Zoom. J'ai dit, mais il m'a dit, plus tard, je vous expliquerai. Il avait étudié avec mon père, bref. Il savait le dire parce que je pense que mon père l'avait souvent repris. Et il m'avait dit, je sais que ça peut vous énerver si une autre personne écorche le nom de votre père. Mais il y a beaucoup de Noirs qui ont accepté. Un pote qui s'appelait Men quelque chose. C'est un Ivoirien. Quand il prononçait mal, je disais, monsieur, si vous n'arrivez pas, je vais vous aider à le faire. On le fait en syllabes. On va arriver. Ah, monsieur, il n'a pas répondu. Je dis, je suis son grand frère, je ne pas sa place. Parce qu'il ne faut pas accepter. Quand on accepte, après, ça devient facile. Mais tu sais, ils ont souvent... Pour moi, c'est pas de la maladresse, parce qu'on n'a pas de mal à dire schizophrénie ou les noms russes et compagnie, tu vois. On n'a pas du mal à les prononcer, mais quand il s'agit de nos noms de famille, ça devient compliqué. C'est comme s'il y avait cette peur de prendre... Tu sais, des trucs tout simples. Moi, ça m'insupporte quand j'entends des gens qui disent le Congo. C'est pas le Congo, c'est le Congo. Tu vois, des petits trucs. Mais en fait, c'est fait exprès parce qu'on n'a pas envie de faire cet effort. Donc c'est volontaire. Pour moi, c'est volontaire parce qu'on arrive bien à dire Schwarzenegger. Tu vois. Moi, j'allais même plus loin. Il y a des commentaires fouteux qui vont te dire Mbappé. À un moment, ils vont te dire Mbappé. Ouais. Donc c'est quand ils veulent, ils le feront. Quand ils veulent, ils le font pas. Et pour rebondir à ce concept de mentor que tu as évoqué notamment avec ton ami d'enfance, je vais poser la question à Brittany dans un premier temps. Est-ce que tu as des mentors? Tu as eu des mentors? Et si oui, en quoi c'est important? Oui, j'en ai déjà eu, mais il faut vraiment bien choisir ton mentor. C'est important parce que ça te permet justement d'avoir une première phase d'identification. Tu as besoin de quelqu'un qui est déjà un peu plus au-devant de toi. Je ne parle pas uniquement en tant que personne noire, hein, même en tant que personne. Tu veux te lancer dans un business, tu veux te lancer dans un... Et ça, c'est un défaut qu'on a dans la communauté aussi, c'est que parfois on a du mal à réaliser qu'il nous faut des mentors. Il y a une sorte de pensée qui est « je peux me débrouiller tout seul ». Le fait d'investir, par exemple, dans le coaching et compagnie, parfois on a un peu du mal avec le portefeuille parce qu'on se dit « je veux me débrouiller Souvent on a du mal. Voilà, souvent on a du mal, on se dit « je veux me débrouiller tout seul ». Et ça, c'est quelque chose que, dans nos mentalités, en fait, tu ne pourras pas prospérer si tu n'as pas un modèle. Et toutes les autres communautés le font. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse comme toutes les autres communautés. Je dis simplement que c'est triste que dans notre communauté-là, on soit encore avec cette mentalité de coloniser ou d'esclavagiser qui est en mode « je dois me débrouiller tout seul ». Il y a les modèles qui ne sont plus parmi nous, d'accord, les modèles historiques, et il y a les modèles vivants. Et c'est surtout là où je mets l'accent, tu vois. Par exemple, on aura un Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, tout le monde va s'identifier avec fierté
Mais quand on aura quelqu'un de son âge, par exemple, même peut-être plus jeune, qui aura des choses à nous apprendre, je pense que là, ce sera plus compliqué. Ouais. Magosa, est-ce que tu peux nous donner ton expérience par rapport au mentor? Moi, je m'identifie toujours à mes oncles pour la figure masculine. Parce que je me dis, dans leur réalisation, ils vont m'apporter l'expérience. Après, je sais que mon mentor, bon, il y en a un qui est mon beau-frère, qui est le mari de ma sœur. Il y en a un autre, c'est une personne extérieure, mais qui est devenu mon mentor par rapport au panafricanisme. Parce que son expertise, c'était pas « je connais tout, je te dis, t'apprends ». Non. Il me disait « je te fais lire ça, on débat, tu dois me donner ton avis et en fonction de ton avis, je vais essayer de voir si je peux t'apporter ou pas ». Il y a des moments où il ne peut pas m'apporter, mais il y a des moments quand j'ai des doutes, se dire que tu as une personne qui te ressemble ou qui ne te ressemble pas, mais qui a l'expertise que toi tu n'as pas, ça te permet d'avancer. J'ai cette appétence à demander aux plus jeunes. Ouais, on l'a remarqué. Quand je leur demande, ils me disent, mais bizarre, lui, il me demande alors que tu es censé connaître. Parce qu'il y a des moments où on ne connaît pas tout. Pour dire aussi aux plus jeunes, bah, tu peux demander à une personne plus âgée qui te ressemble parce qu'il a peut-être tes réalités, mais avec plus d'expérience. La dernière fois, je posais une question à mon petit-neveu. Ma petite nièce qui était à côté, elle disait, mais il connaît la réponse, mais il fait semblant. Et c'est pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. À la fin, il m'a donné la réponse. Et l'autre, elle a dit, ouais, de toute façon, il t'a demandé, mais il avait déjà la réponse. Entre eux, ils se jaugent aussi. Tu vois. Mais elle est plus, on va dire, elle est plus scolaire, et lui, c'est un peu, c'est un débrouillard. Après, il y a mentor et il y a menteur aussi. Ouais, dis-nous. Il faut savoir de qui s'entourer. Et nous, on est sur les réseaux. Donc, tu sais, sur les réseaux, tu as toutes sortes de créateurs de contenu. Et il y a beaucoup de gens qui prennent des mentors qui finalement sont de mentors. Moi, je travaille dans le monde de l'influence. Ouais. Donc, je sais qu'il y a certains profils, tu vas te dire, par exemple, telle personne, je ne sais pas si t'es non, tu vas dire, par exemple, telle personne, ah ouais, grave activiste, grave réglo, grave correct et compagnie, mais c'est une personne qui est juste là pour gagner son pain et qui va raconter tout ce qu'on va lui mettre dans la tête, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont là parce que celui qui gagne, c'est celui qui donne de l'argent au final. Et donc les gens auront l'impression que telle personne c'est grave mon mentor, je vais grave suivre cette personne, mais en fait la personne qui tire les ficelles derrière est ton bourreau. Il y a mentor et il y a menteur. Et il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont une certaine notoriété, se donnent le droit finalement d'assumer la responsabilité entre guillemets d'être des mentors, mais ce qui est derrière n'a rien à voir avec du mentorat. Et c'est beaucoup plus ce que j'appellerais de l'opportunisme. Moi je me base sur ce qu'ils ont accompli. Les fruits. En fait, c'est ça. En fait. Si je vois qu'il me dit de là à là, tu peux faire ça et qu'il a déjà fait, je me dis, je peux adhérer. Mais s'il me dit, je peux, mais il n'y a pas d'accomplissement, moi, je te regarde de très loin. C'est du bon sens et on est beaucoup à tomber dans le panneau dans le sens où, en réalité, une personne veut t'emmener d'un point A à un point B. Est-ce que cette personne-là a réussi? Je veux dire, c'est logique, hein, on est beaucoup à être pris, justement, on en parlait tout à l'heure avant le tournage, le packaging, le marketing, et on est souvent pris dedans et dans le réseau, il y a tout un océan justement de coach et c'est compliqué. Plus c'est gros, plus ça passe. S'il a un très bon compte, bien géré, mais derrière c'est toi n'importe quoi, tu vas pas le voir. Après, il ne faut pas se méfier de tout le monde, mais moi je préconise plutôt de regarder les accomplissements de la personne avant. Moi mon mentor qui est mon beau-frère, s'il me dit on place un business au Congo, je peux lui donner de l'argent en étant ici, parce qu'il a déjà ses propres business. Okay. Donc je sais qu'il a déjà de l'argent, donc il n'a pas un rapport différent avec l'argent. Mais une personne qui te dit les mentors, mais il n'a pas d'accomplissement, je ne peux pas lui confier mon argent facilement. Logique. Il faut faire des déductions pour pouvoir ne pas se faire berner. Mais je pense aussi que, je pense pas qu'il y ait genre un mentor. Tu vois, il y a plusieurs. Et je pense qu'il faut surtout savoir prendre ce qui est bon, en fait. Tu as des personnes, parce que je ne vais pas juste casser du sucre sur les gens, tu as des personnes, leurs intentions ne sont pas bonnes, mais finalement, il y a un de leurs contenus qui finalement te parle. Donc je pense que surtout aujourd'hui sur les réseaux, il faut savoir prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, tu laisses. Tu vois. Et je pense que ça, c'est une discipline qu'il faut qu'on ait parce qu'il y a beaucoup de gens il y a des gens qui font un travail incroyable. Ils font que des bons contenus. Clairement. Je le prends dans l'autre sens. Que des bons contenus. Et un jour, il y a eu un écart, il y a eu un petit truc ou autre. Et tout de suite, on va mettre du noir en fait, surtout. Même ça, c'est une mauvaise expression. Attention, culture dorée. C'est l'école. C'est l'école. On va y venir juste après. Le dressage. On va y venir juste après culture dorée. Mais tu vois, il y a des gens qui vont te faire un travail incroyable. Et parce qu'un jour, ils vont dire un truc déplacé, ou ça peut arriver, tu sais, on est des humains, et les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça va casser et tuer tout le travail qu'ils ont fait derrière. Mais de l'autre côté, tu as des gens qui vont te faire tout et n'importe quoi. Un jour, ils vont faire un bon contenu, et on va les sacraliser, les waouh et compagnie. Je pense qu'il faut que les gens aussi, dans leur tête, apprennent à prendre ce qui est bon. Ce qui est mauvais, bon, ça arrive.
malheureusement. Maintenant, la personne qui perpétue ce qui est mauvais à un moment donné reste pas dedans, mais ça va prendre ce qui est bon. Parce que voilà, il y a plein de créateurs de contenu qui font du travail incroyable. Et même si demain il a fait une dinguerie, bon, c'est sa vie privée, il ne faut pas mélanger les deux, tu prends juste ce qui pour toi est bon. Et je pense que le mentorat, il est divisé en fait, dans plein de domaines de ta vie. Tu prends ce qui est bon là, tu prends ce qui est bon là, et au final, ton plus grand mentor, c'est toi-même, et ta propre discipline, tu vois. Comme elle dit, il suffit de faire un mauvais contenu pour être désapprouvé. Après, je dirais c'est le game. Les gens ils sont exigeants. Après, c'est à toi de savoir. C'est le choix des alliés avec qui s'entourer. Est-ce que vous enverriez vos enfants à l'école en France? Magosa, je te pose la question au premier. J'aimerais qu'ils étudient au Congo pour moi. Mais même au Congo, je ne les mettrais pas dans une école dite traditionnelle. Ils iront parce qu'ils doivent rester dans un système, mais je prendrais des profs particuliers pour donner d'autres matières moi-même à la maison. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que ça devient une nécessité de prendre en charge ses gosses à la maison. Après, avec les vies européennes, c'est difficile de faire ça. Chaque parent a une responsabilité sur ses gosses. Comme disait François Long, ça s'applique au combat, ça s'applique à la vie. Soit on transmet, ou soit on trahit. Aujourd'hui, il y a des comportements dans notre communauté qui sont le résultat des manquements des grands frères, des parents, des petites sœurs ou du cadre familial en fait. J'ai été souvent traité de rebelle à l'école, donc je me dis, ça va être difficile. Moi j'ai mon petit neveu que je prends en référence, lui il est sorti du système scolaire, il travaille. Il a son ras-le-bol de l'injustice. Là il était dans un boulot, il trouvait qu'il y avait du favoritisme par sa responsable par rapport à ses amis au travail. Et c'est des questions qui le révoltent déjà. Je dis non, il faut tempériser, on va gérer ça plus tard. C'était son deuxième job, je me dis, prends sur toi, mais ça fait partie des injustices de la vie. Il est intelligent, mais il a eu ce côté réfractaire qui fait qu'à la fin, il a dit, je vais aller travailler. Ok. Mais sa sœur, elle ne voit pas encore ça, mais on veille un peu, parce que quand elle aura le réveil, ça risque d'être difficile pour elle. Brittany, du coup, je te pose aussi la question, si tu avais des enfants, bon, on se projette, si tu avais des enfants. Quand tu auras des enfants, est-ce que tu les enverrais à l'école? Moi, c'est pas la même réalité que Magosa, du coup. Moi, je suis née, j'ai grandi ici, et je connais pas l'Afrique pour dire que j'enverrai mes enfants à l'école en Afrique, et pour dire que j'y vivrai plus tard. Donc j'habite en France, le système éducatif français fait que c'est obligatoire, je n'ai pas le choix. Maintenant, tu vois, tu as dit un truc à la fin qui est intéressant, c'est quand elle sera éveillée, ta nièce. Moi, je pense que dès tout petit, même pas dès que c'est là, même avant, tu vois, je veux faire en sorte que mes enfants connaissent leur histoire. C'est très important. Parce que c'est pas... En fait, on appelle ça éducation nationale, mais en vérité, l'éducation, tu la fais à la maison. C'est pas l'éducation nationale d'éduquer tes enfants. C'est vrai qu'on laisse l'éducation de nos enfants à la nation. C'est ça. Normalement, c'est l'apprentissage. Tu apprends A plus B, etc., blablabla. Mais l'éducation, c'est à la maison, c'est le rôle des parents. Donc moi, j'estime que notre travail aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'ils vont donner leur version, c'est normal. Tu vois, ils vont donner leur version, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas leur imposer ma version de l'histoire, même si j'aurais préféré. Mais bon, moi ce que je veux, c'est qu'à la maison, j'apprenne à mes enfants leur histoire. Ils iront à l'école. Quand on va essayer de leur raconter de fausses choses et compagnie, ils auront les arguments pour. Pas juste dire « Ah, moi j'ai entendu que les Égyptiens c'était des Noirs. » Ok, mais tu sais, moi j'ai fait de la philo. Si tu veux qu'on te prenne en considération, il faut que tu arrives à démontrer par A plus B. Il faut que tu aies des références. En philo, si tu n'as pas de référence, ton truc il passe pas. Si tu as une référence, c'est bon. Et c'est ça que je veux que mes enfants ils aient plus tard. C'est qu'ils aient des références. Quand ils vont apprendre l'histoire de l'Égypte antique, pareil, je prends cet exemple-là, parce que c'est celui qu'on vient de prendre, on va apprendre l'histoire de l'Égypte antique, qu'ils puissent dire, voilà, je vous donne la référence de tel chercheur, que ce soit Sharon Diop, que ce soit d'autres chercheurs afro-américains, ou peu importe, qu'ils aient toutes les références, pour que le professeur, finalement, ils se disent, je ne peux pas le mettre en mal, parce que finalement, il a les références, et en même temps, il connaît le chapitre, il sait de quoi il parle. Ça leur donne la bouche bée, ils sont parfois bons joueurs, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, en cours d'histoire, quand j'étais au lycée, j'ai recadré un prof, je lui ai sorti ma référence. Et je lui ai posé En fait, c'était un truc tout bête, parce que moi, je suis croyante, tu vois. Et le gars disait, oui, je sais plus, c'était Platon, Aristote, je crois, qui avait dit que la Terre était ronde. Je lui ai dit, ah, d'accord, c'est quelle année, Aristote? Il me dit, ouais, c'est telle année. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur, on a étudié la Bible, je crois, en 5e ou 6e. Et en fait, le roi Salomon disait déjà dans la Bible, tel livre qui a été écrit en telle année, que la Terre était ronde. Et voici le verset, la référence. Donc, comment se fait-il qu'Aristote, qui arrive plus tard, puisse découvrir que la Terre était ronde alors qu'il y a un livre... Tu avais déjà cet esprit critique. Voilà, mais il faut avoir ta référence. Si tu l'as pas, c'est mort. Et là, le prof, on t'a toujours les engraineurs. Wow. Et le prof, en fait, il a été tellement fasciné qu'il a dit, effectivement, vous avez raison.
Ah, il a coupé court. Simple, j'avais 15 de moyenne du coup en histoire, parce que j'avais les références. C'est pour ça que j'estime que pour nos enfants, on peut pas... Moi, dans un monde idéal, j'aimerais que l'école reconnaisse tout ça, mais ça les arrangera pas. C'est pour ça que j'estime que nos enfants, c'est à nous de nous former, surtout notre génération, parce que nos parents, ça les intéresse pas forcément. Mais qu'on se forme sur tout ça et que dès petits, on commence à apprendre à nos enfants qui était telle reine, que ce soit par des BD, des bandes dessinées, que ce soit par des mangas, genre de Last Camit et compagnie, nos enfants, dès le départ, ils connaissent leur histoire. Et quand ils arrivent en 6e, ils savent exactement qui était qui. Quand on leur parle du programme de Napoléon, ils savent exactement tout ce que Napoléon a fait, etc. Quand on leur parle de l'esclavage, ils savent qu'avant l'esclavage, ils avaient une histoire. Parce que même les enfants, j'aime pas comparer avec les autres peuples, mais bon, parfois il faut le faire pour que les gens comprennent. Mais je pense que par exemple les peuples asiatiques, les enfants connaissent leur histoire. Mais c'est pas la France qui va parler de l'histoire des peuples asiatiques, à part la Mésopotamie, tout ça. Là. Mais tout ce qui est du côté de la Chine, du côté du Japon et compagnie, les parents font le taf à la maison. Que ce soit eux, que ce soit les juifs, que ce soit les autres communautés le font. Je ne suis pas en train de comparer. Je n'aime pas comparer. Je veux simplement que les gens réalisent. Moi, c'est pas mon ADN de comparer. Que c'est notre responsabilité. Voilà, c'est notre responsabilité. Parce que dans notre communauté, le problème, c'est qu'on laisse trop les gens faire à notre place. Tes enfants sont scotchés devant la télé pendant je ne sais combien de temps. Tu laisses tes enfants aller dehors, jouer avec on ne sait même pas qui, quelle énergie les gens vont mettre sur tes enfants. Tu laisses tes enfants aller à l'école de 8h30 jusqu'à 16h30 ou autre, et le papa il est pas là, et quand il rentre il est fatigué, mais il est absent, il passe pas de temps avec ses enfants, il sort. La mère elle est pas là non plus, elle se tue au travail, mais elle passe pas de temps avec ses enfants. Et ça c'est un problème qu'on a dans notre communauté. Il faut qu'on arrive à restaurer la famille africaine, je vais loin, désolé, il faut qu'on arrive à restaurer la famille africaine, et quand je dis africaine, je parle aussi de la diaspora, je parle des afro-descendants partout, mais qu'on arrive à restaurer ce qu'on a brisé et que dans la famille, on puisse s'éduquer. Ça peut être l'enfant qui éduque les parents parce qu'il a appris quelque chose, ça peut être le parent qui retransmet à son enfant. Mais je pense que c'est vraiment important que c'est pas grave si ton enfant va étudier en France. C'est pas le problème. Le problème, c'est le travail que tu auras fait en amont pour équiper ton enfant. Quand tu l'emmènes à la guerre, il faut qu'il soit équipé. S'il n'est pas équipé, il va se faire bouffer. Comment impacter la jeunesse aujourd'hui? Comment faire? Et est-ce que justement tu as des propositions, des moyens d'action, que ce soit à travers les réseaux ou autres? Les vies européennes sont pas faciles. C'est pas facile. Et quand j'observe en fait dans mon environnement immédiat, je me dis, moi j'ai des connaissances qui, même pour les devoirs des enfants, des fois ils me les envoient sur WhatsApp. Ce qui prouve simplement que soit ils ne s'intéressent pas, ou soit par manque de connaissances, ils se disent, si je connais Magoza, qui connaît des petits à lui, qui connaît des potes, ils vont faire les devoirs des gosses. Il faudrait peut-être mettre des structures en place, essayer de s'organiser nous-mêmes pour essayer de pallier au manque. Et en parlant de structure, il me semble que tu vas donner des cours via une plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai intégré KCA, donc Coaching Kids Coaching Academy de Cookie Tavares. Le but, c'est vraiment d'impacter les enfants dans plusieurs domaines. Par exemple, on a Kenzo qui est aussi sur les réseaux, qui sera dans la lecture rapide, qui va permettre aussi à ces gosses-là de pouvoir s'organiser et d'atteindre des objectifs. Wow. On a aussi une autre sœur qui fera l'art oratoire. Et on a aussi Cookie qui va intervenir pour le développement personnel. Avec un autre frère, on va faire l'afroculture. Tout ça pour les enfants. Tout ça que pour les enfants. Impacter les enfants dès le jeune âge et les accompagner dans tous ces domaines-là, comme ça, ils auront des billes pour faire face à des moments difficiles de la vie. Et là, j'observais un cours qui avait déjà été donné, parce qu'ils sont en replay, et je voyais les questions qu'il posait. Je me dis, ces questions-là, il ne peut pas les poser à l'école. Il le pose là parce que la prof, c'est comme une mère ou comme une grande sœur, et l'autre, c'est comme un frère, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est important aujourd'hui de s'organiser nous-mêmes. Avant Cookie, il y avait aussi d'autres personnes qui avaient eu ces initiatives. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut utiliser des plateformes, par exemple, c'est pas en présentiel. Ouais. On peut le faire en ligne, et on va contrer tout le système. Parce que quand on voit déjà qu'Instagram bride quand tu veux taguer la page pour promouvoir la page, c'est une réalité. On est bridé, donc ça pose un problème. C'est là où je dis que le système ne nous fera pas de cadeau. Et ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de s'organiser, d'où l'intérêt d'intégrer ça, et que chaque grand frère, chaque parent doit assumer sa responsabilité, faire sa part des choses. Nous, on n'est pas en guerre, on est juste en phase de conquête de notre place. La guerre, c'est les autres qui veulent la faire. Nous, on n'est pas en guerre. Wow. On veut juste reconquérir et retrouver notre place. Wow. Et pour retrouver ça, on va mettre en place des stratégies qui ne vont pas entraîner la guerre. La rhétorique ou la narrative de la guerre, c'est les autres parce qu'ils se sentent en danger.
Merci Magosa, merci. En tout cas, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Culture Dorée. On vous met l'Instagram juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à Maestro Magosa. On vous met l'Instagram juste ici. Si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne Hope en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir être alerté à chaque nouvelle émission. En attendant, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous. Peace.